Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis accompagné de Tom et nous allons interviewer Enzo. Bonjour Clément. Bonjour. D'abord Enzo, mais peux-tu te présenter? Que fais-tu dans la vie? Alors je travaille actuellement, j'ai 29 ans et je travaille actuellement chez Bucherer France, Bucherer Paris, la boutique boulevard des Capucines. Ça fait maintenant à peu près 1 an et demi que j'y suis. Alors moi, je n'ai pas toujours été dans l'horlogerie auparavant. Okay. J'ai plutôt un background un peu finance. Et je me suis déporté il y a à peu près 4 ans. J'ai découvert l'horlogerie vraiment. Okay. C'est devenu une passion à travers un pote qui possède toujours une Primero quantième complet en or de 2000, année 2000 je crois, ou 2001. Et je suis tombé un peu sous le charme de cette montre et de cette complication. Et une chose en amenant une autre, je me suis mis à m'intéresser à ce domaine. Ouais. Et j'ai eu cette idée de commencer à bosser dans l'horlogerie. Okay. Alors je suis passé par différentes maisons. J'ai commencé par Raymond Weil, qui est une maison suisse. Je ne sais pas si vous connaissez. Si, bien sûr. C'est une maison un peu quand même anonyme en France. Bien sûr. Pas très connue. Pas connue, ce qui est assez connu en Suisse. Et j'étais d'ailleurs le seul corner en France. Ok, c'était où? C'était au Printemps de l'Homme. Ok. Ah. Tout en bas. Ouais. Je vois. Il n'y avait pas beaucoup de passages. Je vous avoue que c'était pas le truc de fou au niveau des ventes. Ouais. Et pour vendre une montre, quand je vendais une montre, c'était un exploit extraordinaire. Ouais. Parce que j'étais à côté de marques comme Seiko très fortes, Michel Herbelin ou Frédéric Coustan qui fonctionnent très bien auprès des Français. Et puis moi, j'étais là, je vendais des montres, c'est un secteur premium. Donc 2000, 3000 euros. Quand à côté il y a du Seiko 300 euros, 400 euros sur des prospects, sur des SKX, il n'y a pas photo. Pas très vite. Ça c'est sûr. Et j'ai eu l'opportunité, après mon Vel, de bosser pour Bucherer. Ok. Et pour moi, ça a été un émerveillement quand on aime bien l'horlogerie, quand il y a 36 maisons au sein de la boutique. Pour moi, c'est la plus belle boutique de Paris. C'est vrai? T'arrives, il y en a de partout. Il y a tout. Il y a tout. Et moi, j'avais les yeux, j'ai essayé tout le temps des montres. C'est toujours le cas actuellement. Tu m'étonnes. Normal, hein, quand on aime bien l'horlogerie. Oui. Et du coup, j'ai intégré l'équipe Rolex et Tudor. Alors, c'est plus pour des questions d'organisation. Mais ce qui est bien, c'est qu'on est formé vraiment sur l'ensemble des maisons chez nous. Donc, quand un client arrive, on peut lui faire découvrir, s'il ne connaît pas l'horlogerie, l'ensemble des maisons et puis une partie de l'histoire de l'horlogerie à travers des marques comme Breguet, comme Vacheron Constantin, Rolex aussi, bien sûr, des marques un peu plus importantes. Et puis il y a tout, ça va de Tissot jusqu'à des marques plus confidentielles comme Parmigiani ou Moser, à du Vacheron, Audemars Piguet. Donc j'y suis toujours actuellement. C'est une super expérience. Ok. Est-ce qu'on peut juste revenir sur le shift de la finance à l'horlogerie? C'est vraiment tout bête. C'est parce que j'ai fait des études en école de commerce. Tu vois. Comme beaucoup. J'étais un peu sur des rails. Ouais. Je savais pas trop ce que je voulais faire. J'ai fait mon master de finance audit. Ok. Je l'ai fait, j'aimais bien à l'époque. C'était pas. C'est intéressant, ça reste intéressant. Ça reste intéressant, mais ça me faisait pas vraiment kiffer, tu vois. Et en fait, je suis parti au Canada 1 an, à Vancouver. J'ai bossé brièvement pour une banque américaine. Et puis je suis rentré, je me suis dit, bon, il faut que je fasse autre chose. Il faut que je trouve un truc qui me fasse kiffer. Et l'horlogerie est arrivée à ce moment-là. Et c'est là où je me dis, bon, c'est ça que je veux faire. C'est ça. C'est pas évident de rentrer dans l'horlogerie quand on a. Je te le confirme. Quand on a rien du tout. C'est super dur. C'est très dur. Super dur. Et j'ai pas mal galéré, pour être honnête, parce qu'à chaque fois on me dit, mais en fait, pourquoi t'as pas de background en retail? En plus, j'avais rien en retail. Le retail, c'est quand même beaucoup de boulot. Hein. C'est un processus qui doit être hyper cadré. Il faut être cadré, il faut être carré. Après, bon, en finance, il faut l'être aussi sur certains. Oui, mais c'est pas la même approche. Exactement. C'est pas la même approche. Puis il y avait toujours la question de l'horlogerie sur les connaissances. Il y avait toujours un doute sur mes connaissances. Alors, je peux comprendre ça. Ce qui est normal parce que c'est quand même un milieu assez particulier, qui est assez hyper pointu. C'est très pointu. Souvent les clients connaissent plus que toi et t'es vite dépassé. Alors sur le neuf, honnêtement, pas tant que ça. On a ouvert là le corner dit de seconde main. Juste avant le Chibo. Je sais pas si t'allais le voir. T'allais voir. Et là, par contre, on a une vraie clientèle de connaisseurs. Là, tout de suite,
tout de suite, là, ça rigole plus. Ouais, non, ça peut Alors, vite être... sur le neuf, tu vois, c'est la majorité, ils vont vers Rolex, ils connaissent pas trop. Après, bien entendu, de temps en temps, il y a des connaisseurs comme toi, tu vois, quand tu es venu, on a bien discuté. Là. Ouais, c'est vrai. Mais globalement, ça va. Mais c'est vrai que l'horlogerie, il faut avoir une formation un peu technique, un petit peu historique aussi, hein, puisque il y a des choses à savoir hein, pour vendre une montre. Et puis aussi, c'est un milieu qui fait rêver, donc il faut savoir faire rêver avant tout. Bien sûr. Ça, c'est la première chose. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans ce métier. Bien sûr. C'est que le client ait une expérience, tu vois, il achète pas seulement une montre, mais il achète une espèce d'expérience un peu originale, une histoire. Un moment. Exactement. Il achète un moment. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans le vintage aussi, c'est qu'il y a des histoires derrière, il y a pas mal de choses que ça véhicule. Mais il y a de belles histoires. Et voilà. C'est sûr. Mais tu dis que tu es rentré chez Bucherer. Mais pour rentrer chez Bucherer, est-ce qu'il y a des tests? Est-ce qu'il y a plusieurs entretiens? Est-ce que tu peux nous en dire un peu J'ai passé 2 entretiens. Honnêtement, il n'y avait pas de test. Il n'y a pas de test horloger. On m'a testé, hein, bien entendu. Mais c'est pas. Tu sais, c'est les questions du type quelles sont tes marques préférées? Tu peux me citer 5. D'accord. C'est pas des trucs, ça va pas loin. Tu vois, n'importe qui ne serait-ce un petit peu travailler l'entretien. Ouais, il sait répondre aux questions. Ouais, il sait répondre aux questions. Après, en interne, on a eu des tests. On a 2 types de tests, un test horloger et un test joaillier, qui sont mine de rien plutôt complexes. C'est sous forme de quiz. Et là, par contre, là, c'est de la connaissance pure et dure, quoi. Mais on te donne quelque chose à réviser? Ouais, il y a une espèce de classeur, tu vois, que tu dois réviser. Après, je trouve que parfois, c'est pas hyper pertinent, tu vois, de savoir la fréquence du quartz, des choses comme ça. Ah oui. C'est comme tout, plus on en connaît et plus derrière c'est facile. C'est vrai. Oui, il n'y a pas de nécessité de connaître la fréquence du quartz, mais derrière, ça va te permettre d'entretenir les bonnes discussions avec les bonnes personnes. Exactement. Parfait. Avec les bons passionnés qui connaissent un peu tout, quoi. Ouais, et souvent les passionnés connaissent tout. En plus, souvent au sein de la boutique du Charles, on fait pas mal de soirées. Enfin, on faisait pas mal de soirées. Je sais pas si tu en as déjà fait. Et là, pour le coup, il y a soit des journalistes, soit des blogueurs. Je pense à François-Xavier Obersteck, qui vient souvent au sein de notre boutique. Pas mal de connaisseurs qui viennent, donc il faut savoir discuter. Voilà, il faut savoir échanger sur les sujets, il faut avoir du répondant. C'est sûr. Donc c'est ça aussi que j'aimais bien. Hein. C'est ce que j'aime toujours, c'est que c'est challenging, quoi. Donc, puis quand c'est une passion, c'est plus facile aussi. Ouais. C'est comme tous les boulots, c'est plus facile d'aller bosser quand t'aimes bien. Bon, bah, voilà, ça c'est sûr. Et du coup, dans toutes les marques présentes chez Bucherer, ou même les autres marques, mais quelle est la marque que tu préfères? Et pourquoi? Alors, globalement, parmi toutes les 36 maisons, je dirais que c'est Moser que je préfère. Alors, c'est une horlogerie un petit peu originale, qu'on vend pas souvent, mais j'aime beaucoup la communication et l'horlogerie que fait Moser. Parce qu'ils ont réussi avec leur nouveau DG, Édouard Mélan, je crois que c'est ça. C'est en fait, Moser appartient à la famille Mélan, et je crois que c'est le petit-fils, si je dis pas, je dis peut-être une connerie là-dessus, qui a repris l'entreprise et communique d'une façon un peu subversive, en se moquant du Swiss Made, en disant notamment, ils avaient sorti au Baselworld une montre 100% Swiss Made, en fait le boîtier était à base de fromage. De fromage, oui. Je sais pas si tu te rappelles. Un fromage vieilli, donc durci, qui était capable de former une montre. Enfin, c'était pas très beau, mais le coup de com' était magnifique. Ouais, ils ont fait très fort. Ils avaient fait très fort. Cette année-là, tout le monde n'avait parlé que de ça. Alors qu'ils produisent, finalement, ils sont peu connus dans le milieu de l'horlogerie. Enfin, ceux les connaissent, connaissent, mais c'est tout. Moi, je dis Moser dans la rue avec quelqu'un. Ouais, c'est quoi? C'est une marque de fringues? C'est vrai. C'est vrai que comme ça, tu me dis Moser, mais j'en ai entendu parler, mais je me suis pas vraiment intéressé à cette marque encore, quoi. Mais tu verras, je te montrerai. C'est en fait ce qu'il a réussi à faire, c'est il met même plus l'écriteau Moser sur les cadrans. On reconnaît une Moser juste à leurs cadrans qui sont fumés un peu. Ils sont fumés. Et là dernièrement, ils ont sorti une montre toute noire avec c'est un cadran en Vanta Black. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Oui, Vanta Black, c'est le matériel le plus noir. Le plus noir possible. En fait, c'est des nanotubes et qui absorbent toute la luminosité. Et c'est un noir, mais hyper profond. Abyssal. Ouais, c'est abyssal. C'est un noir abyssal. Et tu la reconnais, tu vois. T'as même pas besoin de voir que tu la reconnais.
Il a fait très fort, et en critiquant aussi notamment le Swissmade, justement, parce qu'il disait que ça ne voulait plus rien dire, parce que c'est une des rares manufactures qui est 100% manufacturée. Bon, alors il y a quelques composants, j'achète quelques composants à des prestataires, mais c'est une vraie manufacture. Et puis j'aime bien l'identité, voilà. Je dirais Moser. Moser. Ouais. Et Parmigiani aussi, j'aime bien aussi un petit peu. Parmigiani, ouais. Ok. Des montres pointues. Ouais, globalement très pointues. Après, ouais, c'est très personnel. Hein, comme haute horlogerie, quoi. Pas forcément haute horlogerie, mais ouais, c'est parce que. Alors oui, haute horlogerie au niveau définition. Définition, c'est ce que j'allais dire. Mais Moser en finition, Parmigiani en termes de. Elles sont incroyables. Tu prends une loupe x10, c'est tac, c'est nickel. Tu prends une loupe, c'est nickel. Les côtes de Genève, elles sont magnifiques. Après, en termes de complications, on n'a pas forcément, tu vois, les montres que j'aime, il n'y a pas forcément de. J'ai pas besoin d'avoir une belle complication sur ma montre. Mais il faut qu'elle soit belle au poignet, il faut qu'elle soit équilibrée. Et je retrouve ça chez Moser et aussi Parmigiani. Ok. Je vois. Et j'aimerais bien du coup qu'on parle maintenant de Rolex. Ouais. Mais comme l'actualité est brûlante en plus. Oui, surtout que leurs nouveaux modèles sont sortis hier. Déjà, mais que penses-tu de ces nouveaux modèles? Bon, alors comme toujours avec Rolex, bon, c'est pas non plus chaque année, on n'est jamais non plus hyper surpris. Ce que j'aime beaucoup dans les nouveautés, moi, c'est les nouvelles Oyster perpétuelles. Ah oui. Avec les cadrans un petit peu très lumineux, de plusieurs couleurs. Alors c'est très moderne et c'est très dans l'air du temps de mettre des cadrans de couleurs comme ça. Il y a un aspect vintage à tout ça. Il y a un aspect très vintage et puis ça fait bien longtemps que Rolex n'a plus fait de cadrans un peu particuliers. Laqué comme ça, ouais. Pop, ouais. Ça fait quoi? Le dernier devait être à fin 70, donc voilà, ça fait presque 50 ans que ça date, hein. Ouais. Donc il y a un petit renouveau. Et donc qu'est-ce que tu penses du reformatage de l'Oyster perpétuel? Le 41 mm. Je suis pas fan. T'es pas fan? Je suis pas fan parce que c'était très bien en 39. Exactement. Voilà. C'était très bien en 39 et je trouve que le gap 36-41 est trop grand. Alors de ce que j'ai vu sur les photos, pour l'instant je l'ai pas vu en vrai, mais de ce que j'ai vu, elles ont l'air quand même assez fines et finalement elles ont l'air d'être plutôt bien équilibrées au poignet, même pour 41 mm, moi qui ai un petit poignet, j'aime pas les montres qui sont trop grosses. Ouais. Je trouve l'idée de 41 mm peut-être pas bonne pour nous Français qui avons une envie de quelque chose de plus petit, mais je pense qu'ils vont faire un carton. C'est évident. Je pense aussi, ouais. Ça t'as raison là-dessus. Ouais. Après, ils vont un peu à contre-courant, je trouve aussi depuis 2-3 ans, les marques quand même, je trouve, reviennent à des diamètres un peu plus contraints, en 39, 38, on en voit pas mal. 36 aussi. Les 36 fonctionnent beaucoup chez Rolex en plus maintenant, hein, sur les Datejust et les OP aussi, hein, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Mais moi, le 41, après moi je parle toujours à un titre très personnel, je suis comme toi, j'ai des petits poignets et je suis pas trop fan dès que c'est un peu trop imposant au poignet. Après, à voir ce que ça donne, comme tu dis, si la montre est bien faite. Je pense que c'est qu'une question d'équilibre. Si voilà, ils ont fait un travail sur leur boîte, on verra bien. On verra bien. Mais bravo à Rolex, moi j'aime bien l'idée des cadrans qui bien pétés. Ouais. Et pour le coup. Et le vert, je sais pas ce que vous en pensez, moi le vert et le jaune me tendent bien. J'adore le jaune. J'adore le jaune. Le vert olive, ouais, j'adore. Il a l'air pas mal, hein. J'adore. Le vert olive et le rouge corail. Ouais. Pas mal. Moi jaune ou rouge, mais j'adore le rouge. C'est vraiment la Rolex de communiste. Je suis fan. Je suis absolument fan. Mais probablement, si c'était pour moi, ce serait pas en 41. Ça, je pense que ce serait un 36. Et voilà. 36, ouais. 36 direct. 36 direct. Oui. Et la nouvelle Submariner, 41 mm. Ouais, voilà. Le mouvement est assez fin. Donc je pense que en termes de proportion, ça va être pas mal. Et puis comme tu disais Clément, alors c'est pas chez Rolex, les tailles généralement sont quand même c'est un petit 41 mm, hein, ça va être du 40,5. C'est ce que tu m'as dit. Je pense qu'elle va être bien équilibrée. Après moi je l'aurais laissé en 40. Je l'aurais même réduit. Je vois pas pourquoi ils l'ont mise en 41. Après le retour de la lunette verte de la Karmit est une très bonne idée. Moi j'étais fan de cette montre. Moi aussi.
Ça, pour ça, c'est 100%. 100% d'accord. Ouais, 100% d'accord. Et puis la lunette bleue, mais alors c'est en or gris. Donc elle n'est pas pour tout le monde. Hein. Elle est à 36 000. Je suis mes fans. Elle est belle. Hein. Elle est sublime. Elle est très belle. Elle est sublime. Mais j'aimais déjà la Schtroumpf. T'aimes bien la Schtroumpf? J'adore la Schtroumpf. C'est pétant. Hein. Ah ouais, je sais, mais à chaque fois que je vois un mec avec une Schtroumpf, je suis là, waouh. Toi, t'as pas fait comme tout le monde. T'as choisi la bonne. Et donc, je suis très content pour la nouvelle bleue. En plus, on n'en voit pas beaucoup des Schtroumpfs. Hein. On en voit très peu. C'est vrai qu'en Henri, elle vaut, c'est pas le même budget aussi. Billet pour une Submariner, ça. C'est sûr. Un petit billet quand même. C'est sûr. 33 000 €, il me semble. Ça doit être dans ces eaux. Ouais, je crois que c'est à 36 maintenant. 36 de prix, ouais. Je crois qu'elle est à 36. Ça. Ah ouais, quand même, ouais. Et puis après, ils ont. Ah oui, la Skate Velour montée sur Oysterflex, très bonne idée aussi. Ouais. Ça met en avant le boîtier. Je trouve que le Oysterflex c'est toujours une bonne idée. J'aime bien le Oysterflex, mais je l'aurais mis en plus, là, que j'aurais proposé les deux, et j'ai toujours pensé ça. Maintenant, ils veulent faire un bold move, comme on dit en anglais, en mettant l'Oysterflex là-dessus. Bon, je suis pas un fan de l'Oysterflex par nécessité. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Porter c'est confortable, mais visuellement, je trouve ça un peu. Je trouve que ça rajoute un petit côté sport. Ouais. Par exemple, tu vois, la Daytona montée sur Oysterflex, ça ajoute encore plus un côté sportif qui est sympa. Mais après, le problème, c'est que c'est proposé que sur les modèles en or, quoi. Ouais, et non sur les modèles en acier. Quoi. Ouais, c'est à voir dans le futur. À voir dans le futur. À voir dans le futur, ouais. À voir dans le futur. Très bien dit. Et du coup, il y a je pense qu'il y a énormément de demandes justement pour ces nouvelles Submariner. De ce que j'ai vu en photo, il y avait il y avait la queue jusqu'à l'extérieur de certaines boutiques. Ouais. Lesquels? Genève, a priori. Ouais, la photo que tu m'as envoyée, c'était à Genève. Ah ouais. Ok. Ouais, donc ça devait être à Genève. Mais dans ce cas-là, il y a une question qui me vient à l'esprit. Mais comment ça se passe pour l'obtention d'un modèle type sub? C'est très simple. Admettons, toi Clément, tu veux une Submariner, la nouvelle. Tu viens en boutique. Ouais. Tu connais pas forcément Rolex. Dis bon, voilà, j'ai vu ce modèle-là, j'aimerais bien l'avoir. Nous, on va te répondre. C'est que ce sont des montres qui sont très rares à acquérir et qu'il y en a très peu. Et qu'avec la politique de Rolex, on reçoit des modèles tous les mois, mais on ne sait jamais ce qu'on va recevoir. On ne connaît jamais les délais. Et donc, il va y avoir un délai qui est assez long. Et donc, pour ça, on met des listes d'attente en place. Alors, nous, chez Boucherer, on les appelle listes de souhait. Parce qu'on ne vous garantit jamais que vous allez avoir la montre. D'ailleurs, on ne prend pas d'acompte pour ça. On vous inscrit juste sur une liste. Et puis, c'est tout. Et après, il faut juste attendre. Après, on vous appelle, quoi. Voilà, exactement. Après, ce qui est bien, toujours, c'est de montrer son intérêt pour la montre. C'est-à-dire, c'est de revenir assez souvent en boutique. Montrer qu'on connaît, relancer 2-3 coups de fil. Passer 2-3 coups de fil. Mais globalement, c'est quand même toujours très compliqué. C'est mieux si tu es déjà client de la boutique. Forcément. C'est malheureux. Mais c'est comme ça que le business fonctionne. Hein. C'est comme ça partout. Voilà, c'est comme ça partout. Mais le problème, c'est que je le vois tous les jours. C'est que ça génère une frustration qui est énorme. Oui, mais la frustration finalement donne envie à la fin. Exactement. Et c'est un procédé qu'on voit dans l'automobile aussi beaucoup. Chez Porsche, chez Ferrari. Si tu veux avoir la plus belle des Ferrari, tout en haut, il faut en avoir acheté 5 ou 6. Exactement. Donc c'est pas quelque chose de révolutionnaire. Mais c'est vrai que la Submariner, on pourront parler que d'elle, mais tous les modèles professionnels, il va y avoir tellement de demandes dessus. Tout le monde en veut une. Donc c'est normal que Rolex puisse pas suivre et ne veulent pas suivre. Exactement. Voilà, c'est ça. Et surtout, ils veulent pas suivre. Moi, j'ai déjà posé les questions chez Rolex. Est-ce que vous avez envie d'augmenter votre capacité de production? Surtout pas. Non, surtout pas. Surtout pas. Aucun intérêt de le faire. Et ça paraît logique au niveau de leur business. On peut dire ce qu'on veut sur Rolex, ils savent ce qu'ils font. Mais bien sûr, bien sûr. Ils connaissent leur marché. Et puis même si le client est frustré, de toute manière, je le vois, il revient de toute manière et il essaiera d'acquérir la montre. C'est vrai, parce qu'en soi, avoir une Rolex, mais c'est comme un Graal, quoi, pour certains. Pour beaucoup de monde, c'est un Graal, ouais. Alors après, maintenant, il y a ce qu'on rencontre, c'est avec le marché gris, le marché secondaire qui prend beaucoup d'ampleur. C'est qu'il y a pas mal de gens qui achètent pour investir, c'est vrai. Qui font de l'achat-revente avec les AD.
Nous, on essaye d'éviter ça. Moi, par exemple, si je vends à un client, j'essaie de vendre une Submariner pour qu'il la porte, pas pour qu'il la revende derrière. Après, bien entendu, il fait ce qu'il veut. Mais ça, c'est très personnel et c'est dans notre discours chez Bucherer. C'est très mal vu. Moi, si je te vends une Submariner et que c'est le lendemain, elle se retrouve sur Crane 24, je sais très bien que je vais me faire toper derrière. Ah oui. Ah, bah dis donc, Et donc ça t'arrive? C'est-à-dire que parfois tu as des marchands du marché gris qui vont t'appeler en me disant voilà, j'ai ça, est-ce que la montre est bonne, etc. Ouais. Ça arrive de temps en temps. Ça arrive de temps en temps. Tiens, il y a Bucherer là. Donc moi, je check après, tu vois. Malheureusement, on n'est pas dans la tête du client et puis après dans son compte bancaire non plus. Ni dans son compte bancaire. Puis après tout, il fait ce qu'il veut en soi. Bien sûr. Donc on peut pas être derrière. Mais bon, c'est la politique de Bucherer. Et puis c'est la politique de tous les AD. Faut pas se le cacher. C'est vrai. Mais combien de demandes tu penses à peu près recevoir pour ce type de modèle? Pour te dire, l'année par jour, par jour environ. L'année dernière, pour la BLNR, la GNT, quand elle est sortie, je me souviens, le premier jour, en une journée, je pense qu'on était déjà une centaine. Ouf. Ah ouais, ok. Mais c'est normal. Ouais. Centaines en une journée. En une journée. Ouais. Ce qui est énorme. Et tous les jours, tu verrais, on a au moins une cinquantaine de demandes. Hein. C'est pas choquant. Après, nous, Bucherer, on est un des plus gros vendeurs de Rolex en Europe. Donc, fatalement, les gens viennent chez nous, ils se disent qu'on va avoir plus de modèles. Et ils viennent chez nous. Et c'est vrai qu'on a plus de choix qu'ailleurs. Ouais. Après, on a plus de demandes aussi. Donc, voilà. Une question qui compte dans la continuité de la discussion. Est-ce que tu trouves pas bizarre qu'il n'y ait pas ces montres-là en display, qu'on ne puisse pas les voir? Parce que ça fait bien longtemps que j'en ai pas vu une en display. Ouais. Mais c'est très rare. En France, il n'y en a plus. Tu ne vois pas ces montres-là. Les seuls modèles que tu vas voir, c'est les modèles. Ouais. Si, je trouve ça un peu bizarre, honnêtement. Parce que tout le monde les demande, mais personne ne les voit. C'est ça, et personne ne les essaye. Non. Après, moi, dans mon cas, ce que j'aime bien faire, c'est. On a toujours quelques-unes derrière, pour des clients qui sont réservés, qui sont déjà réservés. Moi, j'aime bien les faire essayer quand même. Quand je vois, par exemple, tu vois, il y a Clément qui était venu la dernière fois, je t'avais fait essayer quelques montres. Moi, quand je vois que le client aime bien ou qu'il a vraiment envie de cette montre, qu'il l'a jamais vue, qu'il l'a jamais essayé et qu'il est prêt à mettre 11 000 euros, 12 000 euros dans sa montre, je dis bon, je vais lui faire essayer. Oui. Je fais juste essayer. Je sais que de temps en temps, chez Bucherer, ils n'aiment pas trop ça, mais moi, je le fais parce que je trouve qu'au niveau de l'orientation client, c'est hyper intéressant. C'est plus intéressant. C'est fair play, parce qu'on le fait attendre. Il faut qu'il l'essaye, il faut qu'il la voie. On n'est pas sur des montants qui sont anodins. Et surtout, puis même si c'était moins cher. Oui, c'est pas nécessairement le problème. Voilà, il faut essayer la montre, il faut l'avoir au poignet. Moi, j'aime bien les montrer, mais je trouve ça bizarre que ce soit pas en display. Ouais. Non, mais c'est une question comme ça. Après, le problème, c'est que si on les mettait en display, tu vois, c'est que tout le monde se ruerait dessus. Ah, mais c'est clair. D'ailleurs, il faut juste voir avec les modèles en or. Les gens, ils sont fixés devant la vitrine, et ils bougent plus. Et voilà, c'est mais ils sont. T'aurais vu là, on a vu une Daytona en or gris, alors avec des diamants en display. Alors, je sais plus, c'était en cadre noir ou gris, je sais plus, avec des index diamants. Et tous les clients pensaient que c'était de l'acier. Donc ils se ruaient dessus. Vous avez une Daytona, trop bien, je peux l'essayer. Non, regardez le prix, elle est en or. Donc ça me gêne un peu. Bon, c'est une question qui est. En fait, ça me rappelle ma copine je l'emmène parfois quand on va se balader le week-end. Elle dit mais pourquoi on les voit jamais? C'est sûr que c'est une question qui est intéressante. Maintenant, j'aime bien ce que tu viens de dire, à dire que tu acceptais que les gens les essayent, même pour des montres qui étaient réservées, etc. Une question comme ça, mais comment recevez-vous les modèles? Est-ce qu'il y a une cadence particulière tous les mois? C'est tous les mois, ouais. Tous les mois. Je crois que c'est à peu près une à deux fois par mois. Je connais pas les dates, c'est pas moi qui m'en occupe, mais c'est à peu près ça la cadence. Et on sait jamais ce qu'on va recevoir. C'est peu de temps avant, et puis ça dépend des rentrées et des sorties de stock aussi, bien entendu. Et en gros, c'est Rolex qui nous propose une espèce d'éventail, et puis nous on pioche dedans.
C'est vrai. Et parfois, il y a des belles pioches, parfois un peu moins. Je sais que Rolex passe pas mal quand même de Rolex en ce moment. Ils essayent d'augmenter le panier moyen, je pense, dans les différents AD. On reçoit quand même pas mal d'or et acier depuis quelques temps. Moins d'acier, par exemple, tu vois, les Datejust en 36-41, on n'en a pas beaucoup, nous, chez Bucherer. Par contre, les deux tons, il y en a pas. Par contre, les deux tons, on en a plein. Et comme en ce moment, on n'a pas de clientèle asiatique, tu vois, ça part pas du tout, tu vois. Et tous les modèles en or, beaucoup de Rolex professionnels en or partent plus difficilement, quoi. Ça, ouais, là, on est sur des montants, la clientèle française est moins enclin quand même de se porter de l'or d'une part, et mettre plus de 20 000 € dans une montre, c'est quand même assez rare. Ouais, c'est vrai. Alors qu'il y a eu des Chinois, c'est très facile, tu vois. Heureusement. Alors revenons sur cette clientèle asiatique. Chez Bucherer, qu'est-ce qu'ils achètent le plus? Ils vont directement chez Rolex, non? Rolex en premier. Après, ils aiment beaucoup certaines maisons, comme ils aiment beaucoup Vacheron Constantin. Vacheron Constantin, ils achètent vraiment la Patrimonier notamment. Je sais pas si tu vois laquelle c'est. Montre boîtier rond, toute simple, 2 aiguilles ou 3 aiguilles. Alors après, il y a aussi des complications. Mais vraiment la montre élégante, classique. Ils achètent beaucoup Vacheron. Breguet, non? Breguet, énormément. Les Reines de Naples fonctionnent très bien. C'est un truc de fou, ça. Ils sont. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Peut-être un coup de pub qui aurait été fait là-bas et pas ici. C'est comme ça que je vois le truc, parce que c'était la même chose avec Tudor. À une époque, il y a 5 ans, Tudor, personne n'en parlait, du moins très peu. Alors qu'en Asie, vu qu'ils avaient fait toute leur communication là-bas, ça a été la folie, ça bombardait. Je sais pas. Et on vend aussi du Karl Friedrich Bucherer. On est Bucherer, mais on est une maison horlogère aussi, j'en ai pas parlé. On en vendait énormément aux Asiatiques. Gérard Perregaux aussi, très belle maison. Oui, très belle maison. Très belle maison avec la Loreto notamment, qui est une belle montre. Et de temps en temps, du Chopard aussi, ça fonctionne bien. Chopard aussi. Chopard, ça marche bien. Alors ça marche bien avec les Asiatiques. Mais pour le coup, t'inquiète pas, ils vont revenir. Ok, d'accord. Espérons. Mais oui. C'est ça. Et est-ce que pour toi, Rolex est la marque horlogère par excellence? Oui. Alors, c'est une question un peu difficile. Ouais, c'est quoi pour toi une marque horlogère par excellence? Alors, c'est une maison qui a une image très forte et qui historiquement quand même sont les premiers à avoir fait un boîtier étanche. Ils ont fait pas mal d'innovations. C'est une maison qui a qui représente l'horlogerie dans son ensemble. Et d'ailleurs, c'est une des marques les plus fortes. Quand on pense luxe, je crois que Rolex apparaît dans les plus grandes marques à côté de Louis Vuitton. Gucci aussi. Et aussi, c'est une maison horlogère par excellence parce qu'elle fabrique la plupart de ses composants aussi. C'est l'une des rares. C'est l'une des rares. En interne, ils n'achètent pas des mouvements à des prestataires ou ils font de l'emboîtage. Donc oui, ils ont été très forts sur la communication tout le long de leur histoire aussi. Ils ont communiqué par l'exploit, ce qui est une belle chose. Comme l'a fait Omega aussi. Donc ouais. D'accord. Et est-ce que et toi, mais quel type de montre tu as? Enfin, mais est-ce que tu as C'est une bonne question. Bonne collection. Très bonne question. Alors moi j'ai pas beaucoup de montres, j'en ai 7 ou 8. C'est déjà pas mal. J'ai pas de montre entre guillemets de valeur sentimentale, oui, j'en ai. Moi j'aime beaucoup Seiko. Moi aussi. J'ai la dite Nautilus, la SNK 47. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup Seiko parce qu'ils font des belles montres avec des belles finitions, pas très chères, techniquement qui sont très bien. Après j'ai du Tissot aussi, la Visodate. Tissot, ok. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Pas très simple. C'est la première montre que j'ai eue à 18 ans, mécanique, à montage automatique, qui fonctionne toujours très bien. J'ai duré mon veil. J'ai cette Oris aussi, normal. J'aime beaucoup cette Oris. Très bien. J'allais dire exactement la même chose. Qui fait référence aux anciens chronostops. Ouais, bien sûr.
j'adore les boîtiers forme tonneau. Ouais, bien sûr. Ouais. Et donc j'ai une Prospex aussi, chez Seiko. Après, j'ai aussi une Charlie Watch qu'on m'avait offert. Charlie Watch. Ah oui, oui, ouais. Ah, c'est les toutes petites. Oui, ouais. C'est pas ouf. Charlie Watch, ouais. On a tous une montre. On l'a tous, celle-là. Les finitions sont pas terribles. Bon, j'étais quand même content. Moi, je suis toujours content d'avoir une nouvelle montre. Hein, moi aussi. Que ce soit même si ça n'importe quelle montre. Quand ça fonctionne bien au poignet, tu vois, je suis hyper heureux. Hyper heureux. Faut pas tout le temps se prendre la tête. Hein. Non. Un petit achat fait tout autant plaisir. Exactement. Et en prochain achat, je pense que je vais pas. J'aimerais bien passer sur une Rolex, tu vois, un peu plus cher. Parce qu'au début, je voulais plutôt rester sur des montants, tu vois, de 500, entre 500 et 1000 euros, pas mettre plus. Et là, j'aimerais bien passer sur une Explorer 1, mais l'ancienne en 36 mm. Ok, t'as une idée de la référence que tu veux? Non. La génération fin des années 90. Ok. Il y a une série 99, je crois, qui a été produite en peu d'exemplaires. En peu d'exemplaires, ouais. Je sais plus c'est quelle série. J'ai plus la référence. C'est un cadran Swiss Only. Ouais. Celle-ci me plaît beaucoup, mais c'est pas donné maintenant, hein, parce que c'est 6 000 euros, un truc comme ça. C'est 6 000 euros. Ouais, peut-être un petit peu moins, tu penses. Un peu moins si tu négocies et que tu verras. Il faut gratter. C'est mon métier, moi. Donc, je connais que ça, mais ouais, bonne idée. Je pense que je passerai là-dessus parce que j'aime beaucoup le vintage. Donc je passerai là-dessus, ça c'est sûr. C'est certain. Et mais la montre qui te fait le plus rêver? Ah ouais, ça c'est. Ça c'est une autre question. Ouais, tout aussi. Ça c'est une autre question. Bah, je l'avais essayé, c'est François-Paul Journe. Ah, François-Paul Journe. François-Paul Journe. Et le chronomètre à résonance. Ah oui. Le chronomètre. Il y a du boulot. Ouais. Ça va cravacher. Ouais. En plus, c'est des galères à avoir. Hein. C'est hyper compliqué. Ouais. C'est vrai. Ils sont en ce moment. Avec les enchères là qu'il y a eu. Avec les ventes aux enchères là en plus. Ça a explosé. Hein. Leur tourbillon souverain là, je sais plus à combien il est parti. Il est parti cher. Aux alentours des 100 000 euros, je crois. Même plus, non? C'est pas dans le million. C'est pas 1 million, 1 million ou 2 millions, un truc comme ça. Mais c'est tellement too much qu'on se pose alors que c'est une marque hyper récente, tu vois, c'est une maison qui est assez récente. Ouais, mais c'est une belle maison. C'est une belle maison. Tout a été bien fait. Moi, je suis fan. Vous en avez déjà essayé? Ouais. Pas encore. Ça fait quelque chose, tu vois. Moi, quand j'en ai essayé, pourtant j'en ai essayé des montres et j'étais subjugué. Bah, tu t'es dit waouh. Ouais, j'ai eu l'effet waouh. J'ai deux montres qui m'ont fait ça, une Journe et la Nautilus. C'est pour te dire à peu près au niveau. Tu vois, la première fois que j'ai mis une Nautilus vintage au poignet, j'ai fait oh ça y est, j'ai réussi, ça y est, c'est beau. Et Journe m'a fait un peu le même effet. C'était laquelle chez Journe? Souverain bleu. Ouais, le chronomètre bleu. Le chronomètre bleu. Une beauté. Ce cadran magnifique, reflet noir sans lumière, bleu ciel au soleil. Enfin, le chronomètre bleu. C'est magnifique. Et d'ailleurs, je sais pas s'ils ont. Je crois qu'ils voulaient faire des travaux dans leur boutique. Qui était assez récent. Je sais pas s'ils ont ouvert récemment. Et tu peux essayer que des protos. Je crois que c'est que des protos qui sont en boutique. C'est possible. Moi, j'ai jamais osé rentrer dans la boutique. Non, je pas. Ouais, mais je suis pas encore rentré dans leur boutique. Ouais. Bah pas encore, mais j'y compte bien. Parce que c'est vrai que pour le coup, Journe, avoir une Journe, mais pour moi, c'est vraiment une consécration, quoi. Ouais. Et après, dans d'autres maisons, alors d'autres horlogers, tu vois, style François-Paul Journe, moi j'aime bien Bouti Leiden. C'est un horloger finlandais qui fait des montres assez simples aussi, avec des super finitions. Et il y a aussi. Tu connais l'atelier de chronométrie? Non. Non, c'est un peu le même délire, très, très privé comme maison, mais des finitions. Ah, mais c'est pas Ferdinand Berthoud? Je sais pas, je sais que c'est à Barcelone, c'est based à Barcelone, mais en vrai, je connais pas. Là, je regarderai, j'en ai jamais vu. Et t'as une autre marque comme ça, japonaise, mais j'ai oublié le nom. Là, je l'ai plus. C'est de la folie. Peut-être tu pourras le mettre en description si je retrouve. Carrément. C'est pas Crédor? Crédor, Crédor en soi, c'est Seiko. N. Non, c'est pas Crédor. Ah, je crois voir de laquelle tu veux parler. Ouais.
Elle fait beaucoup parler d'elle même en ce moment. C'est possible, ouais. Je crois qu'on en a déjà parlé. Ah bah si t'as la marque, je la veux bien, ouais. Mais tu m'as dit c'est avec un N. Ouais. On mettra ça en description. Ouais. On mettra ça toujours en description. Bah merci à toi en tout cas Enzo d'être venu. Bah merci Clément, hein. Merci Tom, c'était un plaisir. Merci Tom. Toujours là. Je reviendrai avec plaisir. Carrément. Toujours intéressant de parler horlogerie. Toujours. Puis il y a toujours une actualité, toujours des choses à dire. C'est ça qui est fou avec ce petit monde-là. Ouais. C'est intéressant d'en parler aussi, moi part dans un cadre extérieur du boulot, parce que je ne le fais pas souvent. Donc hyper intéressant. Ok. Merci pour l'invitation. Merci à vous et moi je vous dis à la prochaine. Donc si vous pouvez liker ce podcast, faites-le, c'est avec plaisir et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.